Bonjour et bienvenue à tous à ce deuxième webinaire concernant les plans régionaux des milieux humides et hydriques en Outaouais. La présentation d'aujourd'hui va porter sur le diagnostic des milieux humides et hydriques, c'est-à-dire qu'on va vous présenter les résultats de nos analyses, mais on va également vous présenter les méthodologies ainsi que les critères qui ont été utilisés pour parvenir à ces résultats-là, de sorte à ce que vous puissiez les interpréter, les analyser et puis bien comprendre les résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va faire un petit rappel sur où est-ce qu'on en est rendu en Outaouais pour ce qui est des PRMHH. Eh bien, cet automne, on vous a présenté les portraits du territoire, c'est-à-dire les descriptions des caractéristiques environnementales et d'aménagement de la région. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est le diagnostic des milieux humides et hydriques, c'est-à-dire l'évaluation de ces milieux-là selon les services écologiques qu'ils rendent. Et puis, ce qui s'en vient pour ce printemps, c'est vraiment les engagements de conservation ainsi que l'élaboration des stratégies de conservation. Et ça, en vue du dépôt là, qui est prévu en juin 2022 pour toutes les MRC du Québec. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment l'étape du diagnostic. Donc, tout d'abord, comment on a commencé? L'analyse s'est commencée en identifiant des unités géographiques d'analyse, c'est-à-dire des portions du territoire qui avaient des caractéristiques semblables qui permettaient de les analyser individuellement. Comment est-ce que ces caractéristiques-là ont été définies? C'est dans le cadre d'une analyse des forces, opportunités, faiblesses et menaces. Donc, pour chacune des portions de territoire, c'est-à-dire les couleurs que vous voyez sur la carte à l'écran, on est venu évaluer quelles étaient les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces. En faisant ces évaluations-là, que vous pouvez d'ailleurs retrouver là, dans le webinaire 1, on est arrivé à identifier des enjeux environnementaux qui sont spécifiques à chacune de ces portions de territoire-là. En identifiant ces enjeux-là, on peut venir cibler de manière précise quels sont les milieux humides et hydriques qui viennent contribuer à contrer ces enjeux-là. Donc, soit en renforçant les forces du territoire ou bien en diminuant les faiblesses de celles-ci. Donc, concrètement, ça ressemble à quoi? On peut le voir en regardant les critères qui ont été utilisés pour la priorisation des milieux humides. Donc, on se rappelle ici qu'on parle de milieux humides et de milieux hydriques. Les milieux humides, ce sont les marais, les marécages, les étangs, alors que les milieux hydriques, ce sont les lacs, ruisseaux et rivières, par exemple. Donc, c'est certain que les critères qui sont utilisés pour analyser ces deux types de milieux-là sont différents. Donc, lorsqu'on commence avec les critères de priorisation pour les milieux humides, bien, tout de suite, on remarque que notre analyse est basée sur deux types de filtres. Donc, le premier étant des filtres grossiers qui sont basés sur les services écologiques, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 1. Donc, pour les 10 critères que vous voyez à gauche, c'est-à-dire la naturalité de la zone tampon, la superficie, la diversité végétale, la recharge de la nappe souterraine, le contrôle de l'érosion ou la stabilisation des rives, la contribution à la qualité de l'eau ou au captage des éléments nutritifs et des polluants à court terme, la productivité primaire, la proximité d'autres milieux humides, la contribution à la séquestration du carbone et la régularisation hydrologique et rétention des eaux, eh bien, ce sont tous des filtres grossiers. Pour chacun des milieux humides, on est venu quantifier là, sur une échelle de 0 à 1 de quelle manière est-ce que ce milieu-là répondait ou non à contribuer à ce service écologique-là. Ensuite, à droite, c'est une deuxième analyse qui a été faite sur les mêmes milieux humides, mais cette fois-ci, c'était des filtres fins qui sont basés sur les spécificités du territoire. Donc, c'est-à-dire que pour chacun des critères qu'on voit à droite, on est venu répondre par oui ou non s'il y avait présence ou non de ces caractéristiques-là. Donc, pour les filtres fins, on retrouve la présence ou non de contraintes naturelles qui empêchent le développement, de rareté, de corridors écologiques, d'un statut de protection légale, d'habitat faunique, d'écosystèmes forestiers exceptionnels, d'espèces à statut, d'espèces exotiques envahissantes, d'alevars, ou bien la présence d'une zone tampon autour d'un point de prise d'eau potable de surface. Donc, ici, ce sont vraiment les 20 critères là, qui ont été utilisés pour faire l'analyse des milieux humides. C'est certain que pour une justification plus exhaustive et complète de quelle manière est-ce que chacun des critères est utilisé, bien, au bas de l'écran, vous avez un lien là, qui vous ramène à un tableau explicatif du choix des critères qui est assez complet. Pour les personnes un peu plus visuelles, on a également créé là, ici un schéma qui permettait de facilement repérer chacun des critères qui a été utilisé avec un icône là, ou
une image qui permettait d'identifier ces critères-là. Concrètement, si on regarde l'exemple d'un territoire, ici, on a la MRC des collines. On voit clairement là, qu'il y a différentes portions de territoire, donc différentes couleurs qui sont associées à des portions de territoire qui ont des réalités différentes. Ici, on a par exemple les basses terres du Saint-Laurent avec l'enjeu de la qualité de l'eau, des inondations et la croissance démographique, le parc de la Gatineau avec la croissance démographique, le maintien de la biodiversité, et puis le centre des collines avec croissance démographique et zones sujettes aux inondations et aux glissements de terrain. Donc, lorsqu'on veut appliquer les critères que je viens de vous présenter, on va aller regarder chacune de ces zones-là en fonction des enjeux prioritaires qui ont été identifiés. Si on regarde ici pour le centre des collines, eh bien, l'enjeu qui était géomatisable, c'était l'enjeu des zones sujettes aux inondations et aux glissements de terrain. Pour cet enjeu-là, les critères parmi la liste que je vous ai présentée qui sont associés, c'est la régularisation hydrologique ou la rétention des eaux, le contrôle de l'érosion ou la stabilisation des rives et les contraintes naturelles qui empêchent le développement urbain. Donc, à droite, si on regarde la carte là, que je vous présente, on voit clairement que, en fait, on voit tous les complexes de milieux humides potentiels qui sont identifiés et donc qu'on a dans nos bases de données, mais ceux-ci sont tous indifférenciés. Lorsqu'on vient appliquer l'analyse par critères, eh bien, on peut venir voir quels sont les milieux humides qui répondent ou non à l'enjeu. Et pour ce faire, c'est lesquels de ces milieux humides-là, dans le fond, qui sont cohérents avec les critères. Donc, si on regarde la légende au bas de l'écran, on voit que l'analyse se fait par pourcentage. Donc, ici, on a 3 critères qu'on vient évaluer. Donc, les milieux humides identifiés en rouge, ce sont ceux pour lesquels ils ne viennent pas du tout contribuer là, à l'enjeu. Alors que plus on se dirige vers un vert foncé, mais on se rend compte que donc, les verts foncés, c'est ceux là, pour lesquels les milieux humides viennent participer à la fois à la régularisation hydrologique, au contrôle de l'érosion et il y a présence d'une contrainte naturelle qui restreint le développement. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut venir analyser les résultats des milieux humides. Ici, c'est un exemple relativement simple où on avait seulement un enjeu et c'est pourquoi l'échelle est vraiment en pourcentage au bas de l'écran. Par contre, si on vient regarder une autre section du territoire où il y a plusieurs critères ou plusieurs enjeux qu'on peut se représenter géomatiquement, ici, par exemple, les basses terres du Saint-Laurent, encore une fois, dans la MRC des collines, eh bien, on a 2 enjeux, soit la qualité de l'eau et les inondations. C'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de critères. Ici, on a la productivité primaire, la naturalité de la zone tampon, la contribution à la qualité de l'eau au captage des éléments nutritifs polluants à court terme, une zone tampon autour d'un point de prise d'eau potable, la régularisation hydrologique, le contrôle de l'érosion et une contrainte naturelle qui empêche le développement urbain. Donc maintenant, lorsqu'on vient se représenter ça sur la carte, on a toujours le même code de couleur, donc on part de rouge à vert foncé, mais cette fois-ci, au niveau de l'échelle, c'est vraiment des chiffres ronds, c'est-à-dire que pour interpréter la carte, ceux qui sont vert pâle, c'est lorsqu'on vient répondre à un seul des 2 enjeux. En vert foncé, ce sont les milieux qui viennent à la fois contribuer à une meilleure qualité de l'eau et qui viennent diminuer la fréquence ou bien le nombre là, d'inondations auxquelles on peut faire face. Puis finalement, en rouge, ce sont les milieux humides qui ne permettent pas d'améliorer la qualité de l'eau et qui ne permettent pas non plus une rétention de l'eau. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? Eh bien, on peut, dans le fond, ça nous donne un bon indice sur comment gérer et planifier notre développement sur le territoire et comment le gérer dans le sens où les milieux humides vert foncé pourraient être voués à la protection parce qu'on se rend compte qu'ils ont un impact notable sur le territoire, alors que les milieux identifiés en rouge, ce sont ceux qui pourraient faire état de restauration si nécessaire, afin qu'ils viennent là, mieux contribuer aux enjeux du territoire. Donc, c'est ce qui complète la méthodologie, les critères et puis l'analyse des résultats pour les milieux humides. Si maintenant on regarde plutôt les milieux hydriques, donc on se rappelle, ce sont lacs, ruisseaux, rivières. La méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode développée par Silvio Demers, qui est un géomorphologue fluvial, et c'est une méthode qui a été financée par l'Estrie. Ce qui est très intéressant avec cette méthode-là, c'est que non seulement maintenant les résultats de nos analyses sont comparables à l'échelle de l'Outaouais, mais elles vont également l'être à l'échelle provinciale parce que c'est une méthodologie qui est utilisée là, partout au travers le Québec.
Cette méthodologie-là s'appuie sur 5 services écologiques que peut rendre les milieux hydriques, soit la régularisation hydrologique, la régularisation des polluants, l'approvisionnement en eau potable, la biodiversité et le facteur culturel. Donc, pour chacun de ces services écologiques-là, on va venir faire différentes analyses. La première analyse qu'on va faire pour les milieux hydriques, ça va être de venir calculer l'indice de qualité morphologique, c'est-à-dire qu'on va venir mesurer le degré d'altération de cause humaine pour un milieu hydrique donné. Pour ce faire, on va venir identifier le pourcentage d'utilisation du sol qui est anthropisé, donc perturbé à l'échelle du bassin versant, mais également à l'échelle du cours d'eau. Ensuite, on va évaluer le pourcentage du bassin qui est déconnecté par la présence de barrages artificiels, le pourcentage du réseau situé à proximité et le pourcentage du cours d'eau linéarisé. Ensuite, la deuxième analyse qu'on va faire par cours d'eau, par milieu hydrique, c'est venir calculer la capacité, c'est-à-dire le potentiel des milieux à fournir des services écologiques. Cette fois-ci, les indicateurs qu'on va utiliser, c'est la végétation, la sinuosité ou le tressage, la plaine inondable, donc le confinement du cours d'eau, et la présence ou non de milieux humides riverains. Une troisième analyse qu'on va faire, c'est l'analyse de la demande, c'est-à-dire qu'on va calculer la quantité de services dont profite ou qui est désiré par la société. Cette fois-ci, les indicateurs dont on tient compte, ce sont l'affectation du sol, le nombre de personnes alimentées par une source de captation en eau de surface, le nombre de personnes exposées aux inondations, la richesse en biodiversité d'intérêt et puis la présence de points d'intérêt récréatifs ou patrimoniaux. Ensuite, la quatrième analyse qu'on fait, c'est au niveau des pressions. Donc, en effet, il y a certaines pressions qui peuvent venir compromettre les usages. Puis les pressions dont on tient compte dans la méthodologie de priorisation des milieux hydriques, c'est la qualité de l'eau, les espèces exotiques envahissantes, les étiages et les crues. Une fois qu'on a fait les 4 analyses que je viens de vous présenter, on est capable de calculer un flux de services écologiques. C'est-à-dire que pour chacun des milieux hydriques, on va être en mesure de calculer ou d'identifier s'il y a un équilibre ou un déséquilibre entre la capacité des milieux à fournir des services écologiques et la demande des services, la demande qu'on fait en services écologiques. Encore une fois, ici, on a fait un visuel à l'appui que vous pouvez consulter sur notre site Web. Mais sinon, pour ce qui est des résultats de la méthodologie que je viens de vous présenter, eh bien, il y a 2 manières d'interpréter ou bien de regarder, visualiser ces résultats-là. Le premier, c'est vraiment en venant regarder quelle est l'aptitude des bassins versants à offrir des services écologiques. Donc, ici, c'est vraiment plutôt par petite sous-portion de territoire, donc par sous-bassin versant. Et puis, on voit clairement là qu'en rouge, c'est les portions de territoire ou les sous-bassins versants qui sont en déficit, donc qui ont une très faible aptitude à offrir des services écologiques, alors qu'en vert foncé, c'est là où les milieux hydriques vont très bien et sont capables là, de rendre des services écologiques. Ça ici, c'est à une échelle un peu plus globale, un peu plus générale, donc à l'échelle des sous-bassins versants. Puis ici, c'est l'exemple de la MRC des collines, encore une fois. Mais on a également la possibilité de regarder, d'évaluer les cours d'eau à une plus petite échelle. Donc, si on se situe au sud de la MRC de Papineau, puis on peut vraiment voir ce que ça donne pour chaque ruisseau, chaque rivière, chaque cours d'eau. Quelle est l'aptitude de ce cours d'eau précis-là à offrir des services écologiques? L'échelle est la même, donc on part de très faible à bonne. Et puis, ça nous permet d'identifier où est-ce que nos cours d'eau sont très en santé ou où est-ce qu'on peut aller rechercher des services écologiques, puis où est-ce qu'il y a plus de déficit. C'est encore une fois le même principe. Ça nous donne des idées d'où est-ce qu'il serait pertinent de faire de la protection versus où est-ce qu'il serait pertinent de faire de la restauration. Donc, absolument tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui est présent sur le site Web. Donc, si vous vous rendez là, au lien qui est au bas de l'écran, vous allez être en mesure de, oui, voir tous les portraits de l'Outaouais pour chacune des MRC, mais également de retrouver le diagnostic. Donc, il y a un diagnostic qui vient expliquer vraiment la méthodologie, vous montrer les tableaux explicatifs et justificatifs de chacun des critères. Et puis, il y a l'atlas de cartes qui l'accompagne. Donc, c'est vraiment au niveau de l'atlas de cartes que vous allez pouvoir consulter tous les résultats. Et puis, l'atlas de cartes contient les résultats pour les 4 MRC. Donc, c'est ce qui complète la présentation d'aujourd'hui. Merci
Merci d'avoir écouté. Puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Pour ce qui est des stratégies de conservation, il devrait y avoir une consultation publique vers la fin avril. Donc, merci.